Alors là, c'était une tuerie quand même. Le Scream, j'espérais beaucoup mieux du 4 qui, pour moi, ça a presque tué cette franchise qu'est Scream de Wes Craven. Mais alors le 5 déjà, ça me donnait de l'eau à la bouche avec les petits trucs qu'on nous montrait pour les bandes annonces. Mais l'avoir vu hier, en pleine bonne soirée, franchement dans la séance cinéma du Nord de Lyon, c'était magnifique de le voir. Franchement, c'était... À la base, quand le film était sorti en 97, déjà ce genre de film d'angoisse était déjà, mais alors, c'était une porte ouverte dans le monde cinématographique, parce que ça nous a mis une claque dans la gueule tellement que le film a été fort. Dans le premier opus, comme pour son second, et même pour le troisième que certains trouvaient un peu moins bien que les deux premiers, dans la continuité de Wes Craven, c'est que dans l'histoire, tout ce que tu croyais être vrai est faux. Ça avait été une tuerie déjà pour l'époque de refaire la partie au niveau du plan des acteurs, au niveau des personnages. Mais dans ce Scream, tu as le clin d'œil des deux premiers mélangés, honnêtement, dans le style de Wes Craven, dans l'image, mais d'avoir à la fois le retour de Sidney, d'avoir Gales, d'avoir Dewey, plus ces pseudo-nouveaux personnages qu'ils ont mis en interaction pour justement mettre un push dedans avec une histoire, tu te dis, en l'espérant que ce soit pas encore un vulgaire copier-coller réchauffé, mais dès que tu pars dans le premier truc de la scène, mais oh putain, c'était une tuerie. T'as tous les petits ingrédients du film d'angoisse qui sont respectés, mais d'une manière subtile. Il y a eu tellement de transformations du code sur le plan du tueur, la manière de faire, la psychologie. Il y a tout ce petit truc dans la petite marmite de... Pour moi, ça a été ce film une tuerie, à savoir qu'il faut que vous allez le voir, parce que franchement, il est monstrueux. Et alors, ce que je vais faire dans cette première partie, c'est essayer de ne pas le spoiler au max. En gros, nous avons deux nouvelles victimes avec deux nouveaux tueurs. On était passé au départ, il faut savoir, hein, c'est qu'à l'origine, il y avait, dans les deux premiers opus, il y avait que justement, à la base, nous avions Billy Loomis avec Stuart, après il y avait la mère et l'étudiant, dans le 3, le pseudo demi-frère de Sidney, le 4, j'ai complètement zappé, alors honnêtement, j'ai même plus envie de revoir ce film, donc je me raille. Et là, donc, nous avons donc deux tueurs, donc on revient sur une base saine par rapport à la base de Scream, et en fait, le premier truc que tu vas apprendre, au bout des... Et d'ailleurs, il y a 1h50 de film, tu les vois pas passer, hein, c'est bonheur. C'est que, en fait, c'est que l'actrice principale, c'est la fille d'un des anciens tueurs. Et ils ont fait un petit truc qui est trop bon, c'est qu'on voit justement l'acteur originel, à savoir Skeet Ulrich qui a fait Billy Loomis, qui était justement l'incarnation justement à travers un miroir qu'on voit elle. Et ça, putain, j'ai trouvé ça magnifique, franchement, cette interprétation. Ça, c'est un truc, tu vois, c'est le seul petit truc que je fais légèrement, voilà. Donc, ces deux personnages vont direct se faire charcuter, mais d'une manière, dès le départ du film. Franchement, tu t'y attends pas. Tu te dis, et il y a cette manière de faire avec le fait qu'on est passé à l'époque de 2020, donc à bien plus de 25 ans après, de 87 à aujourd'hui, donc il y a une manière de faire, les anciens décors de Woodsboro, la manière dont justement la base du cœur de stream, quoi, c'est énorme. Mais là où ça m'a plus tué, c'est l'interaction au niveau de l'évolution des personnages. Et je crois que le côté un peu de comment il s'appelle, de Dewey, Dwight Riley, donc on dit Dewey pour son petit sono, on aurait presque dit, tu vois, un petit peu dans le genre, un peu de George Clooney, un peu dans le genre aussi de l'acteur de Rick dans Walking Dead. Il était tellement charismatique, ils ont mis beaucoup plus d'importance sur ce personnage. Honnêtement, une grande partie du film aussi, c'est ce qui m'a plu, c'est que l'un des acteurs principaux des 4 premiers opus, il fait partie majoritairement
Après, bien évidemment, l'intervention de Gales et de Sidney, un peu comme d'habitude, qui arrive toujours vers la moitié de fin. Donc c'est là aussi où justement cet acteur, on lui a mis mais un tapis rouge où il a fait le meilleur rôle de sa vie. Il m'a bluffé sur sa manière de faire. Tu vois, c'était un personnage qui était cassé, qui en avait pris trop sur le... Ils l'ont rendu beaucoup moins simplet. Alors ça aussi c'est un truc que j'ai grave kiffé, c'est que l'acteur, on l'a rendu mais beaucoup plus mature, beaucoup, tu vois, plus... C'était un petit peu l'anti-héros de base, tu vois, c'était un petit peu le genre navet, quoi. Au départ c'était Sidney, Gale, qui faisait vraiment la part des choses. Mais là on l'a mis vraiment au summum, quoi. Les projecteurs, le truc, waouh, j'ai halluciné, je trouvais ça fantastique pour lui. Et ce qui m'a... Et ce qui m'a tué, parce que pour clôturer la partie no spoil, c'est le sujet de base, pourquoi les tueurs voulaient tuer justement à Woodsboro. Alors, ce coup-là, j'avoue que je ne l'ai pas vu venir, mais c'était vraiment pour l'hommage de Webb Craven. Et cette idée-là, franchement, je trouve qu'elle était pas mal. Franchement, elle m'a tué sur le concept, parce que j'ai trouvé que c'était magnifique. Voilà. Maintenant, on va parler sérieusement, on va parler de la partie spoil à fond. Donc j'ai dit, pour faire le petit côté vite fait rapidos, que justement, nous avons donc l'une des deux filles, les deux filles en fait sont demi-sœurs. Elles se considèrent vraiment comme des sœurs, mais elles sont demi-sœurs. Et en fait, la première fille, ça, ce qui est intéressant dans le script, c'est que c'est la putain de fille de justement... Ouais, bah j'oublie son pote à chaque fois, de Billy Loomis. Alors, dans le premier film, on sait tous qu'à un moment, il était sur Sydney. Ils avaient couché ensemble et tout ça, mais apparemment, il a dû avoir une relation avec une fille apparemment avant, et une fille est tombée enceinte. Et c'était peut-être au moment des faits, justement, qu'il y a eu les meurtres de Woodsboro du premier opus de Scream. Donc, admettons, dans le concept du scénario, cette fille, en fait, va être pourchassée par, justement, elle et sa frangine, par, justement, deux putains de psychopathes. Alors, au départ, on se demande pourquoi il y a une vendetta. Donc, en fait, étant les questions dans le film, c'est bien sûr la raison. Donc on a toujours principalement donc, autour des antagonistes des pseudo-amis, le petit ami, et bien évidemment ils vont demander l'aide à l'acteur donc Dewey justement qui a été l'un des principales victimes de Woodsboro, mis à part Gacy et Sidney qui sont complètement à l'autre bout de la terre et compagnie à faire le reportage et l'autre qui met sa vie du côté de l'Angleterre je crois. Et le délire c'est que tu as un moment donc... tu as une tuerie, rien que la première scène de film, on sait tous que normalement dans les premiers Scream, la première actrice se fait déglinguer, baiser, écorcher, vas-y, viscérer avec les boyaux à travers le truc. Et là, tu as le putain de clin d'œil de l'actrice Kazay qui s'était fait buter dans le premier opus, qui survit. Donc c'est la demi-sœur qui se fait attaquer, mais attaquée d'une manière sauvage, le couteau enfoncé dans la main, des coups comme pas possible, elle s'était même fait plier la jambe à la cheville, pété, elle survit, miraculeusement, mais avec des trucs pas possibles. Donc déjà, ça allait à l'encontre du code. J'ai trouvé ça fantastique, justement, de casser le code. Et là où j'ai trouvé encore ça plus fort, c'est de la manière dont après d'autres personnages se font buter. Alors, la shérif, la remplaçante de Dewey, justement, dans Woodsboro, avec son fils, entre la scène de la douche et la scène d'entrée de la porte de maison en plein jour. Tu t'y attends pas du tout quand la mère arrive en espérant sauver son gamin. Et franchement, l'idée était magnifique avec une scène, mais à couper le souffle. Pareil pour la scène quand le gamin se fait empoigner avec le couteau que tu vois enfoncé proprement. C'était du bel art sur le plan cinématographique. Alors là, la scène était superbe. Nous avons aussi dans les antagonistes, donc dans le petit groupe d'amis aussi, nous avons les deux neveux de Randy, le spécialiste du film d'horreur qui était mort dans le deuxième opus, et son esprit qui avait aidé dans le troisième pour expliquer justement les codes d'horreur pour pouvoir survivre justement à l'époque d'Hollywood où on avait la mère de Sidney. Donc là c'est pareil, donc on va les appeler les jumeaux. Eux c'est pareil, ils ont un beau rôle à jouer dans l'histoire et il y en a un qui se fait déglinguer à mort et jusqu'à la fin du film tu crois qu'il va être mort mais en fait non il va survivre. Il est comme ça dans l'ambulance, ouais ça va, je suis pris plein, je suis encore en vie. La frangine s'est pris un coup comme à l'époque de son oncle, c'était pareil. Et alors, il y a aussi le code aussi de la petite amie, justement, d'un des jumeaux qui se fait buter, une balle dans la tête, mais alors c'est symbolique. En fait, il y a un jeu de chat et de chien et la souris. Ah, mais je crois que c'est toi. Non, c'est pas toi. Il y a eu un retournement de situation de mettre en désaccord pour vous dire en tant que spectateur, et c'est là où j'ai trouvé ça aussi fantastique, de penser que ça pouvait être il ou elle la coupable. Alors, il y a un moment où, honnêtement, là, c'était un peu flagrant.
c'est vers la moitié du film, dans la scène de l'attaque de l'hôpital, quand ils veulent sauver la petite sœur qui n'a pas été, justement, au moment où la shérif se fait buter. C'est là où j'ai trouvé ça hallucinant. Donc ils courent vite fait parce qu'ils savent qu'il y a la sœur sait qu'il n'y a plus le garde qui s'occupe d'elle pour la veiller parce qu'il a appris la mort de ses supérieurs. Donc il est sur place, donc il n'est plus en train de la protéger. Et c'est là où il y a le petit ami en même temps qui est là. Donc déjà, oui, le petit ami de la sœur, c'est le premier meurtrier. Alors c'était trop prévisible sur le plan cinématographique. Là où j'ai eu un doute, j'aurais parié ma chemise à un moment des trois quarts du film que c'était justement la petite amie justement d'un des jumeaux qui était le coupable. Je me suis fait avoir, mais comme un bleu à ce moment-là, parce qu'en fait c'était la meilleure amie justement qui était la putain de deuxième tueuse. Et j'ai adoré cette manière dont ils ont interprété la manière de jouer justement, on y croyait, parce qu'ils donnaient cette impression à la Wes Craven, c'est ça qui était énorme. Ce jeu d'acteur, j'ai trouvé ça mais vraiment sur le cul, que pendant 20 minutes, tu as un numéro de duetiste pour dire tu m'accompagnes en bas, ah mais rappelle-toi, donc si on n'est pas ensemble, tu risques de mourir. Et tous ces petits codes, tous ces petits clins d'œil, c'était orchestré, mais d'une manière, tu ne te lâches pas de l'écran. Et le bouquet final dans cette scène, justement, c'est qu'on repart justement sur la maison de Stewart, le deuxième assassin du premier Scream. Donc les mêmes décors, le même environnement. T'as tout ce... Mais c'est ça qui est magique, parce que c'est rare de pouvoir faire un truc qui soit équivalent. Quand on a fait les remakes de Massacre à la tronçonneuse, il y a une grosse lassitude, mais là ils ont réussi à le tourner tellement proprement par rapport au décor, par rapport à cette ambiance et à ce côté Jones, parce que c'est compliqué quand même de pouvoir faire toute une alchimie qui se joint dans son intégralité, c'est une tuerie. Et la scène de combat justement entre Sidney Gale avec justement la fille de... ça j'oublie à chaque fois son nom. La fille de Billy. Et c'est magnifique. Franchement, déjà de savoir que donc en fait à la fin nous avons donc quelques morts mémorables. Et la mort du dernier... Spoil, alors celle-là, elle m'a mis sur le cul. Faire mourir Dewey. La scène de l'hôpital où il vient pour les sauver, il fait jusqu'au bout son taf. Il a été héroïque et il fait ce petit coup à la mémoire de Randy, dire putain mais ils sont immortels, une balle dans la tête. Il revient pour ça, il se fait malheureusement avoir, elle le découpe, tu sais, mais en hachis parmentier, par devant et par derrière, parce qu'il, voilà, en fait c'était la meuf. Elle était beaucoup plus agile que lui, donc il s'est fait avoir. Il est mort, mais tellement d'une manière propre que ça m'a gêné de voir mourir un personnage comme ça, parce que ça faisait quand même plus de 5 apparitions, mais il était quand même, c'est un personnage clé de Scream. Donc de le faire mourir comme ça avait une valeur symbolique. Alors, toutes les meilleures choses ont une fin sur Terre, mais j'avoue que c'était peut-être la plus belle fin pour Dewey, à savoir que jusqu'au bout, il a été de son personnage là pour les sauver. Et il a accompli son rôle d'une manière qui était mature, propre. C'était vraiment le Superman de l'équipe. Donc franchement, lui, cette scène-là, elle était magistrale. Ah oui, donc sur le côté que je joue, parce que c'est tellement que le film, je l'ai en tête depuis hier soir, la raison des tueurs. Alors en fait, il faut savoir que parallèlement, dans l'histoire des Scream, on entend qu'il y a eu des pseudo-films qui ont été réalisés, tu sais, où on voit la fameuse, donc la partie irréalité par rapport donc à la vie du film, qui sont Stab 1 jusqu'à Stab 8. Et en fait, depuis Stab 5 à Stab 8, tu as des pseudo-fans de films d'angoisse, de films d'horreur qui ne supportent pas les versions qui ont été faites. Et ils voulaient relancer en fait le concept par rapport au niveau de films de qualité. Donc en fait, l'alchimie de ces tueurs n'avait aucun lien de parenté ou autre. C'était juste des fanas de films d'angoisse dans ce domaine-là qui voulaient créer leur univers pour relancer la mode justement de Stab. Et c'est là où je trouve intéressant, c'est que justement on échappe au contrôle de Scream, comme ce clin d'œil de dire qu'au départ dans l'histoire nous avions donc un problème, à savoir donc qu'il y avait une vengeance personnelle par rapport au fait que Billy voulait donc a tué la mère de Sidney et qu'il a tué les autres parce que c'était juste un moment de folie, parce qu'il était complètement fou. La mère de Billy qui s'est vengée, tout ça c'était par rapport à Sidney. Du début jusqu'à la quatrième de la pseudo-cousine et compagnie, qui voulait devenir une star, ça aussi pour le quatrième opus. Mais le cinquième, et c'est là où je trouve ça c'est fantastique, c'est que c'est pas du copier-coller.
On pourrait partir sur une pseudo-histoire parallèle qu'en fait, il y avait d'autres parents par rapport à Stuart, par rapport à Billy, par rapport à Sydney, ou voilà. Ou quelqu'un de l'équipe qui en aurait fou et qui voudrait que ça continue parce qu'il ne peut plus vivre de ça. Ça aurait pu d'ailleurs sur le scénario. Mais le fait d'avoir fait ce truc, mais alors là, qu'est-ce que c'était bien. Je vous le conseille vivement. Et même si vous avez regardé jusqu'au spoil, ce que je peux dire, c'est que je trouvais qu'à l'époque, Scream 3 avait perdu un peu. Très honnêtement, les deux premiers Scream se mettaient à 19-20 et pareil pour le 2, parce qu'honnêtement, les deux se joignaient, mais d'une telle fluidité. Le 3, je l'avais mis à l'époque, tu vois, genre 15-16, à l'époque quand je faisais les trucs sur Allociné pour les commentaires. Donc il avait perdu un peu, c'était un peu répétitif, mais le concept était bien foutu. Mais alors, ce Scream, je le mets comme le premier et le 2 à 19-20 parce que franchement, c'était une tuerie. À l'heure de je vous parle, vous allez dans les différents CGR, il va bientôt sortir. Allez le voir. Honnêtement, c'est du velours. C'est par rapport au film que j'ai vu sur Netflix, par rapport à Massacre à la tronçonneuse, pas le même niveau. Là, on est passé sur l'hommage parfait à Wes Craven pour 25 ans de Scream. Un film qui est resté dans les annales, dans le domaine de l'angoisse, et qui a tenu toutes ses promesses, parce que honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Et attention à vous.